Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine a ouvert une grande exposition sur les grands magasins. Ça a pu étonner beaucoup de gens parce que déjà, il y avait une exposition au MAD et aux arts décoratifs, mais on a voulu justement pousser beaucoup plus sur la question de l'architecture, ce qui vous paraîtra normal ici, mais on tenait quand même à le dire. Et d'ailleurs, la photo de ce soir là vous montre bien qu'au cœur de Birmingham, là, cette robe, j'allais dire, inspirée par, j'ai bien dit robe, hein, exprès, évidemment, d'une création de Paco Rabanne, a donné lieu à une architecture des plus exceptionnelles, réalisée par Future Systems. Alors, il se trouve que les grands magasins, si on va à Berlin, on est très triste parce que le grand palais de verre de Jean Nouvel, il a fermé ses portes l'été dernier et il ne rouvrira pas en tant que grand magasin, mais on lui espère un destin plus intéressant et peut-être une bibliothèque. Voilà, mais ça, on n'est pas sûr. Et juste avant que l'exposition se termine, on a voulu non pas faire un colloque, mais une discussion. Et j'ai demandé à Philippe Trétiac, que je remercie ce soir, d'animer justement cette discussion autour de la question du commerce et de l'impact du commerce sur l'évolution de la ville, d'où la question des mutations. Vous allez voir, ça va être passionnant. Je lui passe tout de suite la parole. Voilà. Merci, cher Francis. Ce qu'il y a de bien ce soir, c'est qu'en fait, on est vraiment tous concernés parce que nous sommes tous des clients, des acheteurs, des shoppers. Enfin, vraiment, personne n'échappe à la question. Donc ça, c'est déjà une chose que je trouve intéressante. Il y a une chose que je trouve assez drôle aussi, c'est que dans le beau catalogue de l'exposition, sur la saga des grands magasins, l'avant-dernière photo, c'est pas exactement la dernière, mais l'avant-dernière photo, c'est le magasin, c'est les Galeries Lafayette de Berlin, de Jean Nouvel. Donc je m'imagine que vous ne saviez pas que ça allait fermer, parce que c'est pas indiqué j'ai regardé tout à l'heure. Mais depuis, voilà déjà une première victime. Bon. Alors sur le constat, je pense qu'on est à peu près tous peut-être pas d'accord, mais enfin disons qu'on peut faire un constat que je pense qu'on partage. C'est incontestable qu'on voit autour de nous que que l'univers du commerce est en train de changer. On voit absolument partout des vitrines avec marqué Alloué, des magasins fermés. Il suffit de remonter le boulevard Saint-Michel pour voir à quel point le mal est important. C'est en train de gagner la rue de Rennes. Ça a déjà conquis des quantités de villes de province, de Montargis à Aurillac, je pourrais en citer 50, avec des cœurs de ville désertés. Donc déjà, ça c'est une première chose. Le phénomène, il est extraordinairement... Il a des échos dans tous les sens. Le fait simplement qu'on ait vu que le prix du papier, par exemple, pour faire des livres, a considérablement augmenté, parce qu'entre autres, une des raisons, c'est que les imprimeurs préfèrent faire du carton parce que c'est beaucoup plus lucratif, puisque maintenant beaucoup de gens maintenant achètent virtuellement sur la toile. Je regardais tout à l'heure, j'ai vu un chiffre qui m'a stupéfait. Je voyais qu'en 2022, il était dit que le commerce de détail représentait dans le monde 17%, mais 47% en Chine. Ça m'a vraiment surpris. Donc c'est des chiffres quand même absolument considérables. Et alors il suffit de regarder la presse tous les jours, on a en permanence des annonces. CEA cette semaine qui annonçait la fermeture de magasins. Au Canada, j'ai vu le Hudson Bay qui ferme tous ses magasins. C'est peut-être la plus ancienne ou l'une des plus anciennes compagnies de grands magasins nord-américaines. Bon, il y en a comme ça des quantités, quoi. Donc, alors, je me dis que probablement notre perception, elle est pleine d'erreurs et de préjugés et d'intuitions fausses. Sur l'idée que peut-être le mouvement est irréversible et qu'on va vers une virtualisation, donc une disparition des commerces. C'est très important, évidemment, c'est mondial, bien sûr. Je voyais à Genève, par exemple, que évidemment les succursales de banque sont en train de disparaître. Ça, c'est pareil, elles disparaissent ici aussi. Elles sont remplacées par des magasins de montres, voire des magasins de chocolat dont le prix équivaut à peu près celui des montres, d'ailleurs. Mais donc ça reste toujours du haut de gamme, mais enfin quand même.
Mais je me dis que peut-être on ne voit pas tout. Et c'est pour ça que je suis très content que vous soyez tous les 5 ici, parce qu'on a là un aéropage de spécialistes. Alors je vais les citer alors, dans l'ordre où ils sont à partir de ma droite. Rémi Babinet, donc Rémi Babinet, créateur, fondateur, c'est marqué, de l'agence BETC. Il a évidemment un premier intérêt, c'est que j'imagine quand on fait de la pub, on est très intéressé à la manière dont on installe les produits. Et on n'est pas pareil de les mettre sur un ordinateur et de les mettre sur une étagère d'épicerie à l'ancienne. Donc je pense que ça, déjà, les choses ont dû bouger. Je précise d'ailleurs aussi, mais j'y reviendrai, que Rémi Babinet vient de publier un livre qui s'appelle Pas de pub, merci, c'est ça, hein? Pas de publicité, merci, qui est remarquable parce que il fait combien de pages? Tu peux prendre il fait à peu près 1300 pages, mais c'est bourré de choses. Et entre autres sur le commerce, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, à la droite donc de Rémi Babinet, alors là nous avons Christelle Lecœur. Là vous êtes la seule représentante des commissaires de l'exposition. Bon. Ah, qui est dans la salle, d'accord. Mais enfin, en tout cas, à la tribune. Et vous êtes chercheuse. Vous m'avez dit que vous considérez comme une élève ou une enfant de Monique Eleb et de Jean-Louis Cohen, spécialisé plutôt sur l'espace privé, j'entends, mais là, visiblement, vous avez travaillé sur les grands magasins. Et alors, justement, puisque je dis grands magasins, à votre droite, il y a Selvan Mahandas Duménil. Et alors là, c'est très intéressant parce que avant de vous rencontrer, ou de te rencontrer, on a dit qu'on ne savait pas trop comment on allait faire, parce qu'on s'est tous un peu croisés, évidemment, quelquefois. J'ignorais qu'il existait une association mondiale, enfin, c'est peut-être pas une association, je ne sais pas comment on dit exactement, des grands magasins, dont vous êtes le président. Je suis le directeur général. Le directeur général. Donc vous avez, j'imagine, vous, une connaissance de la question des grands magasins planétaire et évidemment tout à fait passionnante. À votre droite, évidemment, Alice Dietsch, c'est comme ça qu'on prononce? Alice Dietsch, alors vous êtes française, mais vous travaillez à Londres, vous travaillez dans l'agence LAA, l'agence d'Amanda Livette, entre autres, et vous avez travaillé sur des projets très importants. Vous étiez déjà dans l'agence quand ils ont construit le Birmingham, le Selfridge, donc le Selfridges de Birmingham, qui est l'effet Bilbao du grand magasin, disons, on y reviendra. Et puis vous avez travaillé sur le musée Le Mat à Lisbonne, et puis des quantités, quand on regarde ce que produit l'agence, c'est le V&A, enfin beaucoup de choses. Et puis, dernier de la file, mais à votre droite, évidemment, Vincent Parera, architecte. Et alors, architecte qu'on aime beaucoup, parce qu'on aime beaucoup ce qu'il fait, et puis on aime beaucoup lui, Vincent Parera. Et par ailleurs, il se trouve que là, ça tombe bien, parce qu'il a signé récemment 2 hypermarchés, c'est peut-être plus que ça. Enfin, voilà, tu vas nous expliquer ça, parce que c'est quasiment des morceaux de ville. Et donc la question, elle sera parfaitement posée. Est-ce que le commerce est en train de disparaître des villes ou est-ce qu'il est en train d'en créer d'autres? Je ne sais pas très bien. Bon. Alors je voudrais poser la première question, je voudrais vous la poser, Christelle Lecœur, puisque vous avez participé à cette exposition qui est un peu la base de notre discussion aujourd'hui. Est-ce que cette exposition, elle avait pour but de célébrer les grands magasins et de montrer qu'on avait confiance dans leur avenir, ou est-ce que c'est le chant du cygne du grand magasin? Non, je pense que c'est la première option, c'est-à-dire que c'était l'opportunité de témoigner d'une histoire très longue, puisqu'on commence au XIXe siècle, une histoire qui perdure avec des bouleversements successifs qui se font à la fois dans le champ du commerce, dans la relation, on va dire, achat, clientèle, espace urbain, et aussi dans la relation que le grand magasin a à l'espace urbain, tel qu'il soit au centre-ville ou qu'il soit dans les périphéries urbaines ou dans le centre commercial. Donc c'est une longue histoire qui se perpétue et qui ouvre aujourd'hui, et c'est dont témoigne à mon sens l'exposition, vers de nouveaux horizons extrêmement excitants. Alors, Selvan, est-ce que vous pouvez nous faire un état, peut-être, de la situation des grands magasins dans le monde? Parce que quand même, on en entend... Enfin, on vient d'ouvrir un nouveau printemps à New York, mais en même temps, on ferme les Galeries Lafayette à Berlin. Alors, qu'en est-il? Alors,
Donc déjà, l'Association internationale des grands magasins existe depuis 1928. Voilà. Donc il faut le savoir. Moi, je ne savais pas quand j'y suis rentré en 2020, et peu de gens le savaient en fait, essentiellement parce que l'association est initialement en fait, une structure à but non lucratif qui est là pour que les grands magasins du monde entier apprennent et travaillent ensemble. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les grands magasins soient en voie de disparition, comme je partage évidemment l'avis de Christelle sur le sujet. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que on entend ce qu'on veut bien nous dire et on entend ce que les journalistes, enfin ce à quoi les journalistes ont accès. C'est-à-dire que quand on entend que Hudson Bay, et avant aux États-Unis notamment, donc les faillites, les faillites diverses et variées qui ont eu lieu, y compris des grands noms comme Neiman Marcus qui s'est mis en faillite pendant la pandémie, et Barneys avant, au UK, Debenhams et d'autres grands noms en fait. Il faut bien voir que ce sont les informations auxquelles on a accès, qui sont des sociétés cotées, et en général sur des marchés qui sont suréquipés en termes de surface de vente, puisque les US et le UK sont les marchés, et le Royaume-Uni sont les marchés avec le plus de mètres carrés commerciaux au monde. Après, c'est ceux qui en parlent le moins qui mangent le plus. Dans le sens où la plupart des membres de l'association, qui sont des membres encore familiaux, comme les Galeries Lafayette, comme Breuninger en Allemagne, comme d'une certaine manière Palacio de Hierro au Mexique, même s'il y a une publication des chiffres, comme d'une certaine manière aussi SKP en Chine, sont des grands magasins qui vont plutôt pas mal. Et plutôt pas mal pour des formats qui ont résisté à beaucoup de disruptions. Parce qu'en fait, on se parle maintenant du online, mais dans les années 50, il y a eu donc l'apparition de tout ce qui était carte de crédit, donc en fait les nouveaux modes de financement. Les années 60, l'apparition des hypermarchés et des malls, donc avec des formats comme Walmart et Carrefour qui ont déplacé le centre de gravité des centres-villes vers les périphéries pour une civilisation automobile. Les années 80, avec les marques de spécialité, donc les marques de mode qui ont commencé à dire aux grands magasins c'était sympa, mais maintenant on va faire notre route tout seul. Le e-commerce des années 2000, avec l'apparition d'Amazon et d'autres joueurs que les grands magasins ont totalement manqué. Enfin, c'est un train qui a été complètement perdu. Les années 2010 avec la fast fashion, les années 2020 avec les nouveaux modèles chinois type Shein et Temu. Et pourtant, en 2022, les Galeries Lafayette ont annoncé des chiffres d'affaires records qui ont dépassé les records de 2019, qui étaient pré-pandémie, qui étaient les chiffres en valeur absolue les plus élevés. C'est la même chose pour Breuninger en Allemagne, SKP en Chine. Bon, la Chine est un marché un peu différent, mais quand même. Là, Bloomingdale's aux US vient d'annoncer le meilleur semestre de son histoire. Donc, c'est simplement qu'en fait, il y a beaucoup de tectonique, enfin une tectonique des plaques qui dépasse simplement le constat de se dire le e-commerce est en train de tout manger, parce que c'est pas tout à fait la réalité. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que le petit commerce va mourir et qu'il restera les grands magasins? Parce que à vous entendre, c'est un peu l'idée que je me fais. Enfin. Non, je pense que les mauvais et les pas terribles vont disparaître, ça c'est sûr. Ça a déjà été à l'œuvre pour les grands magasins, c'est-à-dire que les mauvais, les pas terribles et les malades ont été balayés par la pandémie. Il y a une sélection naturelle. C'est un peu la même chose pour le commerce de plus petite taille. Et quand vous mentionnez en fait des chaînes, notamment des chaînes de mode de moyenne gamme, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, notamment leur incapacité à s'être adapté à un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle de production, un nouvel modèle de distribution. Mais après, je pense que, pour répondre à votre question de façon synthétique, que les grands magasins sont plutôt dans une nouvelle phase de leur histoire et se réinventent. Il y a quelques exemples qu'on peut citer après. Et qu'en fait, il y a de la place pour les gens qui font bien leur boulot. Rémi Bavineg, j'imagine que quand on est dans une agence de pub, on est confronté à des clients qui sont parfois des grands magasins, non? Qu'est-ce qui s'est modifié dans la manière de défendre leurs produits? Déjà, je réagis de manière un peu subjective. Je suis désolé, avant de répondre à ta question. Peut-être pas en tant qu'expert, mais il se trouve que moi j'ai déménagé mon agence plusieurs fois et à chaque fois c'était dans un ancien grand magasin. Et la première fois c'était des grands magasins qui s'appelaient Eaux-Classes Laborieuses, c'est un grand magasin anglais du début du siècle dernier qui a été suivi par Lévitan. Et là on est à Pantin dans pas des grands magasins mais des magasins généraux qui étaient des magasins de stockage. Donc on a une sorte de rapport un peu bizarre aux grands magasins mais intéressant.
intéressant qu'une agence de publicité succède à un grand magasin. Et donc, quelle était ta question, en fait? Ma question, c'est, je me dis, quand on est un publicitaire, comment est-ce qu'on fait maintenant pour vendre des produits, sachant qu'il y a quand même une part de la question qui se pose dans le monde virtuel. J'imagine que ça a dû évoluer tout de même, la manière de défendre des produits. Bien sûr, mais oui, en fait, les marchandises se sont installées dans le monde virtuel comme la communication. Donc en fait, nous, on suit l'évolution du commerce et surtout, on suit l'évolution de la technologie. Qui fait qu'une partie du monde se joue dans le monde numérique. Après, ça me pose plein de questions auxquelles on peut essayer de répondre. Parce que pour aller directement au sujet, même dans la publicité, on a des problématiques de réunir les gens. On ne peut pas, de manière infinie, s'adresser à des gens séparément, chacun seul devant son petit écran. D'abord parce que financièrement on n'y arrive plus, il faut envoyer différents messages, une infinité de messages en permanence censément adaptés à chaque individu au bout de sa petite machine. Et donc moi le plaisir que j'ai à aller dans un grand magasin, c'est aussi rentre en écho avec le plaisir que j'ai à communiquer ou à croiser plein de gens au bout des messages que j'envoie dans mes médias. Donc, j'ai pas... En fait, pour répondre à ta question, moi, je suis angoissé à chaque fois que je balance des trucs dans le numérique, parce que je ne sais pas vraiment qui j'ai au bout. Et bien que la science des data nous dise, mais là, on peut les décrire par le menu, parce qu'on est censé les connaître. Mais en fait, on ne sait jamais vraiment qui il y a. On les découpe comme ça, de manière artificielle, et donc on vend une certaine efficacité parce que la clientèle supposée qui est au bout de nos lignes est supposée être analysée sous toutes ses coutures. Mais en fait, on perd le contact d'une certaine manière. Et c'est vrai que les grands magasins, c'était un lieu de contact, de brassage, c'était un lieu un peu de communauté, de mélange de population. Qui est un modèle pour moi de commerce. Et dans le digital, on n'a pas ce mélange-là. J'imagine que quand on doit produire un projet d'architecture pour un espace commercial, aujourd'hui, l'idée même du client, c'est plus la même qu'autrefois. Par exemple, je vais poser, puisque je sais que Amanda Livette, vous avez travaillé... pardon. L'agence Amanda Livette. Mais vous, Alice, vous avez travaillé donc sur le Selfridges de Birmingham. C'est vraiment, quand j'ai dit c'est l'effet Bilbao dans le commerce, c'est vrai. On a pensé que ce grand magasin avait sauvé ou redonné à Birmingham une identité extraordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez reproduit ailleurs, par exemple ? Oui, je pense, oui. Mais pas forcément avec du commerce. C'est-à-dire que l'effet catalyste qu'a eu le projet sur la ville de Birmingham, on l'a retrouvé ensuite dans des projets culturels ou dans des projets d'autres types ou d'autres tailles. Je pense que n'importe quel projet sur lequel on travaille essaie d'avoir un effet catalysant autour de lui. Vous voulez dire par là que la forme architecturale, en gros, c'est pas très important de savoir quelle est sa fonction. Ce qui compte, c'est sa forme. Parce que... Non, ce qui compte, c'est ce que ça produit dans la ville. Oui. Que ce soit avec une forme, ou avec un lieu, ou avec un programme. Mais la question que je posais, c'était est-ce que vous avez refait des espaces commerciaux qui ont eu le même impact ? Non, pas le même impact que Selfridges, mais qui a eu le même impact, qui ont eu des impacts différents, oui. Je pense que tous les projets commerciaux qu'on a fait ont eu un impact dans la ville. Birmingham, c'était assez unique puisque c'est vraiment devenu une identité du. Je peux peut-être passer quelques images. Oui, tant qu'on y est. De voir, oui, des images, puisque d'ailleurs, ça c'est pas une image de Selfridges, c'est une image de St. Martin's Church, qui est donc à côté de Selfridges, et le bâtiment était placé très très proche de l'église, de façon à créer cette relation entre les deux.
Cette juxtaposition entre les deux bâtiments et finalement cette juxtaposition a été bien plus loin, enfin cette interaction entre les deux a été bien plus loin que l'image qu'on voit ici sur ce bâtiment, sur cette photo, puisque l'Église a changé a adapté ses horaires, aux horaires du commerce à l'ouverture. Ils ont d'ailleurs gagné en audience dans leur service, donc c'était bénéfique pour tout. C'est une remarque ambiguë. On n'arrive pas à savoir pourquoi les gens se réfugient dans l'un ou l'autre. Je n'ai pas de statistiques sur le sujet, mais en tout cas, il y a eu un effet boule de neige jusque dans l'église d'à côté. Et c'est vrai que quand on y pense assez simplement, c'est un magasin, quoi. C'est Just a Shop privé qui finalement a été devenu synonyme avec l'identité de la ville. Il est même devenu un timbre qui est d'ailleurs dans la très belle exposition La saga des grands magasins, et qui a catalysé complètement la transformation de la ville, de l'entrée de ville, de l'arrivée dans la gare, des quartiers qui sont tout autour, a complètement transformé l'identité de la ville. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement ça, avant, c'était des choses, des rôles qui étaient pris par les bâtiments publics, d'être une identité urbaine. Ici, on a un magasin qui est devenu synonyme de Birmingham, alors que ce rôle avant était réservé aux musées, aux institutions, aux mairies, aux bibliothèques. Et ça, c'était le jour de l'inauguration où effectivement il y a toute la ville qui est venue dans le magasin. Donc c'est un catalyste économique, mais aussi populaire. Il y a eu un engouement populaire. Je ne sais pas si je continue, j'avais préparé oui, regardons dans ce cas-là, c'est très bien. Ouais, ça c'est le match. Comme vous voulez, j'ai voulu faire le parallèle entre ces deux inaugurations, donc l'ouverture de Selfridges et l'inauguration du musée de maths, du musée des arts et des technologies à Lisbonne, où il y a eu ici 80 000 personnes qui sont venues le jour de l'inauguration. Ça fait un tiers des habitants de la ville. Et ce qui m'intéresse ici, c'est finalement de voir en quoi les gens sont intéressés maintenant. Les gens recherchent des espaces publics ouverts, extérieurs, et ça m'interroge sur la forme finalement très introvertie et fermée du department store, enfin des surfaces commerciales et du department store en particulier, enfin du grand magasin en particulier. Ici, on peut venir simplement pour s'asseoir, il y a une porosité dans ces nouvelles icônes, est-ce qu'on peut appeler ça d'icônes, urbaines qui font les identités des villes. Donc ça a aussi marqué le paysage de Lisbonne, mais beaucoup plus de porosité entre la ville et le bâtiment. Je continue. Oui, parce que sinon je vous aurais posé une question sur le Marks & Spencer, parce que ça m'intéressait, parce que en gros, si j'ai bien compris, il y avait aussi cette idée que les grands magasins aujourd'hui, c'est des bâtiments patrimoniaux qui deviennent des éléments urbains très importants, et au même titre que d'autres bâtiments publics, justement. Ouais. Et justement, vous m'avez dit l'autre fois au téléphone, et ça m'a surpris, il m'a dit, il s'est passé à Londres une chose qui ne se serait pas passée en France. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? La décision de démolir le Marks & Spencer, qui est sur Oxford Street, donc un de ces vaisseaux abandonnés le long de Oxford Street. Alors ça fait mal au cœur. Déjà il y a la question environnementale, évidemment. Pourquoi démolir un bâtiment qui fonctionne très bien ? Ça, je pense que c'est un acquis maintenant quelque part. C'est pour ça que je pense que ça ne se ferait plus ici. Donc ça, c'est surprenant qu'il n'y ait pas encore eu ce constat, et c'est sans doute une équation économique qui fait qu'à Londres, c'est plus valable de démolir que de conserver. Mais en même temps, moi j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, un potentiel émotionnel qui sont dans ces bâtiments, dans ces grands magasins où on a tous été avec notre maman quand on était petit, qui finalement, cet attachement pouvait amener quelque chose, être générateur d'un renouveau, quoi, au-delà évidemment de conserver. Et puis, donc on est là sur Oxford Street. Nous, on avait fait un projet théorique à la sortie du Covid, quand on avait vu toutes ces images et ces vaisseaux abandonnés le long des grands boulevards.
Et on s'était dit, est-ce que vraiment il y a moyen de conserver et de faire quelque chose avec l'existant? Donc ça, c'est House of Fraser, qui est aussi le long de Oxford Street, mais ça pourrait être n'importe quel department store en Europe. Donc des plateaux très épais, très sombres, des grands atriums, des sous-sols interminables, une typologie finalement qu'on retrouve vraiment partout. Et on s'était demandé s'il y avait moyen de finalement créer donc déjà de valoriser l'existant, de conserver l'existant, et de capitaliser sur cette énergie, enfin ce potentiel émotionnel du lieu pour finalement créer de regrouper une communauté autour d'une nouvelle forme d'expérience et partiellement de commerce, en faisant une sorte de ferme urbaine à l'intérieur de ce House of Fraser. Donc dans les espaces plus sombres, il y avait de l'agriculture étagée intérieure, dans les espaces souterrains, des champignons et des endives, au rez-de-chaussée un grand marché ouvert, complètement en extérieur, dans les atriums des jardins verticaux et sur le toit des endroits où on pouvait partager la nourriture produite sur place. Et donc, ce qui nous a intéressé dans ce sujet-là, c'est de voir si le grand magasin pouvait finalement ramener quelque chose d'extérieur à l'intérieur du point que je faisais au tout début sur Math, où finalement, là, il y a une demande aujourd'hui de ces espaces extérieurs, de cette ouverture, et est-ce qu'on peut amener ça de façon peut-être un peu utopique à l'intérieur d'un ancien department store. Et ça, c'est une idée qu'on avait déjà explorée un peu en travaillant sur les Galeries Lafayette avant la pandémie, où on avait imaginé que des programmes qui d'habitude se font dans l'espace public, le bassin du Jardin du Luxembourg, jouer au tennis, etc., pouvaient finalement trouver leur place dans les grands magasins. Ici, on arrivait directement depuis la rue, on prenait l'escalator le plus long du monde pour arriver dans un espace au-delà de la coupole, donc une coupole de la coupole, où là on pouvait avoir un espace événementiel avec des événements qui seraient en relation avec l'activité commerciale, mais qui surtout prenaient leur source d'inspiration, enfin, grâce à cet escalator qui venait chercher l'énergie de la rue pour l'amener, chercher l'énergie de la rue et de l'espace public pour l'amener dans le grand magasin lui-même. Rapidement, ça c'est à Bangkok. Donc la situation en Asie, peut-être que ça va être repris par mes confrères de la table ronde ici, est très différente. Ici, il n'y a pas d'espace public dans la ville, donc l'espace public vient naturellement à l'intérieur du magasin. Ici, Central Embassy est complètement connecté au réseau. On peut arriver en monorail au 2e étage du bâtiment. C'est tout juste si le monorail ne traverse pas le bâtiment lui-même. Il y a énormément de passages piétons qui sont connectés directement à l'intérieur du magasin. Et finalement, l'intérieur est devenu une promenade et une sorte de respiration par rapport en contraste avec la ville bruyante et animée et bondée des villes asiatiques. Donc ça offre une certaine respiration. Mais cela dit, c'est peut-être aussi en train de changer là-bas. Ici, c'est un tout petit projet qu'on a fait à l'ouverture de celui d'avant. Donc on l'appelle souvent Baby Bangkok, et l'autre c'est Mama Bangkok. Et donc là, le client est venu nous chercher pour faire un petit community mall, ça s'appelait. Et un community mall, c'est finalement un petit magasin avec un atrium au milieu et 3 étages de shops tout autour. Et on l'a convaincu de ne pas construire l'atrium, de garder les magasins au rez-de-chaussée et sur la périphérie et de venir faire un jardin à la place. Et le succès est phénoménal de l'endroit. C'était un peu un coup d'avoir réussi à lui faire accepter ça, mais c'était notre plus jeune client, il avait 29 ans, et ça marche très très bien. Donc je pense qu'il y a aussi des choses qui changent en Asie. Et puis simplement pour faire sourire, donc, quand on travaillait sur Lisbonne, on mangeait des sardines en boîte et on a voulu on bossait aussi au même moment sur beaucoup de sujets de commerce, comme on en fait quand même beaucoup à l'agence. Et on a décidé d'ouvrir du coup une petite boutique. C'est entre un restaurant, une boutique, peut-être une galerie. Les gens savaient pas trop. Et donc il y avait une certaine intrigue autour de ça.
comme un pop-up à Londres. Et donc tout était dessiné, tout était absolument contrôlé. Et donc il y avait une certaine authenticité, puisque ça parlait vraiment de nous, ça parlait de l'agence, c'était assez personnel. Et je pense qu'il y a cette recherche, ou cette offre d'authenticité, et aussi quelque chose sur lequel le commerce d'aujourd'hui doit se nourrir, et les grands magasins ont cette authenticité. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui se cherche, et la preuve, c'est que finalement, c'est un projet sur lequel on a eu plus de publicité que, je pense, que même Selfridges, que n'importe quel autre projet qu'on a fait autour du retail et du commerce. N'hésitez pas à prendre les micros si vous voulez intervenir. Je ne veux pas à chaque fois vous passer la parole. Ouais. Par rapport à ce que dit Alice, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence entre le Selfridges de Birmingham et les Galeries Lafayette quand elles ont ouvertes. Je ne suis pas certain que en fait, tous les grands magasins historiques qu'on connaît aujourd'hui, qu'on considère comme étant faisant partie du patrimoine, n'aient pas été vus à l'époque comme une nouvelle représentation de la ville. En fait, j'en suis sûr même. Et du coup, je pense que cette vision de l'objet moderne posé et qui devient l'icône d'une ville, en fait, elle a toujours existé. Ce qui me frappe, moi, en tant que DG de l'association, c'est que le modèle du grand magasin s'est exporté partout, quasiment. J'ai visité des grands magasins historiques qui ont ouvert dans les années 30 à Salvador, à Quito, dans des villes où voilà, ce format, et qui ont existé depuis à travers des immigrants européens qui ont ouvert leur magasin. Et cette notion de grand magasin qui représente un nœud dans la ville et qui est au croisement des chemins, en fait, je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui le boulevard Haussmann, c'est un des endroits les plus connectés en termes de transport de Paris. C'est que historiquement, ça a été pensé tel quel. Et quand c'est pas, et donc par rapport à l'exemple qui a été donné à Bangkok, quand c'est pas le cas, on le fait également aujourd'hui. Par exemple, la sortie numéro 12, 13 de Hôtel de Ville qui sort au pied du BHV était ouverte il y a 3 ans, 3-4 ans. Et donc du coup, cette notion de... Enfin, le grand magasin, c'est un élément qui a toujours fait partie de la, de la structure et du tissu des villes. Et après, moi, une chose qui me frappe, c'est que on le voit souvent du prisme européen comme un objet fermé, alors qu'en fait, il a tendance également à s'ouvrir. Donc ça, c'est les fameuses nouvelles tendances de commerce. Et c'est pas seulement un phénomène asiatique. Par exemple, si on va aujourd'hui à Düsseldorf, le Dorotheen Quartier, qui est en fait un espace de la ville qui a été reconstruit quasiment de zéro par Breuninger, qui est un des membres de l'association. Donc en fait, ils ont refait leur magasin, puis un magasin à côté, mais après ils ont refait tout le quartier, comme ce qu'on voit aujourd'hui avec M-Sphere à Bangkok par The Mall Group, ou comme SKP en Chine, c'est-à-dire des phénomènes où en fait le grand magasin, comme à l'époque, parce que fin du XIXe siècle, quand le printemps ouvre, Haussmann, c'est rien. Et de la même manière, en fait, aujourd'hui, les grands magasins modernes réinventent, redéfinissent des espaces urbains entiers. Mais vous citez l'ouverture d'une nouvelle sortie de métro à Hôtel de Ville. Il n'empêche qu'on dit que le BHV va fermer, non ? Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le métro. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est quand même que le magasin va pas bien. Non, après, en fait, on va aussi rappeler 2-3 trucs. C'est que on glorifie tous le e-commerce. Alors, sur le e-commerce de mode, par exemple, Avenue 32, Vogue.com, plus près de nous, Farfetch, Net-à-Porter, Matches, sont des noms qui ont, à un moment ou à un autre, été les chéris de la bourse. Farfetch, pendant 20 ans, ça a été la boîte parfaite qui est valorisée. C'est la seule licorne de la mode. Ça n'a pas marché. Donc en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que il y a une espèce d'acrimonie, une espèce de volonté de montrer que le grand magasin se détériore simplement parce que, en fait, oui, c'est normal que des feuilles mortes tombent parce que ça marche plus et parce que le modèle évolue. Mais en fait, c'est un phénomène qui est naturel et qui s'applique à toutes les industries, pas seulement aux grands magasins. Après, le BHV, c'est un point encore particulier. On se serait parlé des magasins, galeries, printemps en région, ça aurait été encore. Il y a beaucoup de dynamiques différentes. Christelle, oui. Oui, je voulais rebondir sur
Deux propos que Alice avait énoncés. On disait qu'en 1888, le concours du Grand Magasin rentrait dans l'école des Beaux-Arts. Et dernièrement, par exemple, avec Strasbourg, donc le printemps de Strasbourg qui a fermé et qui reste une coquille vide, presque une armure, comme vous citez dans votre texte, Selvan, au plein centre de Strasbourg, est un sujet de diplôme aujourd'hui. Alors, pas forcément en école d'architecture, donc pas forcément autour d'un programme commercial, mais en tout cas, comme vous l'avez montré à Londres, sur une programmation, on va dire, plutôt hybride, mais qui se sert des espaces qu'ont été le Grand Magasin dans toute la flexibilité et l'adaptabilité qu'il propose. Donc là, en effet, par rapport à ce que vous énonciez sur le fait que le Grand Magasin avait été détruit en Angleterre, du moins dans les écoles d'architecture, il y a des projets, il y a des étudiants, et des étudiantes qui se posent la question de qu'est-ce que ces espaces peuvent devenir. Et il y avait une autre remarque que je croyais aussi intéressante par rapport à ce que vous aviez tous les deux énoncé, c'est le rapport entre architecture et urbanisme et ce rapport d'échelle. C'est-à-dire que par rapport aussi à ce que vous énonciez tout à l'heure sur la notion de plaisir, il me semble, et c'est un peu dans la manière dont on l'a appréhendé dans l'exposition sur la dernière partie, qu'en effet, le Grand Magasin demeure un lieu de plaisir, un lieu aussi de partage, mais on est aussi dans une forme d'accélération, en fait, toujours plus grande, toujours plus vite. Et je crois qu'aujourd'hui, l'architecture des grands magasins, dans la manière dont ils cherchent à se réinventer et à muter, donc on le voit avec le projet, par exemple, Lumière, on le voit aussi avec Chipperfield à Londres, on le voit dans d'autres, en fait, stratégies architecturales, Big aussi avec les Champs-Élysées, c'est d'arriver plus vite, finalement, au cœur de l'îlot, ou d'avoir des stratégies architecturales qui raccourcissent, finalement, d'une certaine manière, l'épaisseur de l'îlot et qui amène tout de suite à l'effet waouh, si je puis dire, à l'effet de l'événement. Donc ça passe par exemple par tout cet effet de théâtralisation, et vous utilisez dans le projet Lumière tout le vocabulaire du théâtre aussi, grand foyer, scène, etc. Donc ça passe par cet escalator qui nous mène tout de suite donc là où le lieu peut nous apporter aussi du plaisir, au-delà de l'achat, ou par exemple le KaDeWe à Berlin, avec non plus un grand îlot concentré et consacré, qui est le KaDeWe historique, donc le grand magasin berlinois, à l'achat, mais qui est subdivisé en 4 morceaux, où donc finalement, là encore, on raccourcit en fait l'épaisseur de l'îlot, avec chacun ses distributions verticales. Donc finalement, c'est 4 petits bâtiments dans un grand bâtiment. C'est pareil pour Big, aux Champs-Élysées. Vous pénétrez en fait dans cet espace qui est presque de discothèque, d'une certaine manière, et tout de suite, vous arrivez au cœur de l'événement, quelque part. Oui, alors, Vincent, on va venir à toi parce que c'est. Mais je voudrais quand même dire 2-3 choses. C'est que l'espace du grand magasin, c'était traditionnellement, enfin, il me semble, un espace où on pouvait aller flâner. C'est un endroit où on pouvait perdre du temps, marcher, etc. On disait l'autre fois avec Rémi, on parlait de ça, sur le fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens, ils flânent sur leur écran, quoi. Ils passent le temps à scroller, et puis c'est devenu le lieu de la flânerie, c'est l'écran. On disait même, cette formule, tout à fait, c'est d'ailleurs ce que disait Rémi Babinet, que les emmerdements étaient inversement proportionnels à la taille de l'écran. C'est-à-dire que plus l'écran est petit, plus on est sollicité en permanence, comme si on était une cible tout le temps. Donc la question aussi, c'est quand même celle-ci, c'est parce que c'est exactement ce que vous dites, c'est que le grand magasin qui autrefois semblait être un espace de déambulation, il y a un côté Benjamin, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est un lieu d'événementiel aussi, quoi. Les pratiques ont changé dans les grands magasins, c'est devenu aussi des lieux d'événements, quoi. Alors, je ne suis pas conceptrice de grands magasins, mais c'est ce qu'il m'a semblé être, cette réduction, en fait, de la temporalité de la séquence de promenade, on va dire, presque architecturale, dans le bâtiment, où finalement, on accède beaucoup plus rapidement dans les projets les plus récents au cœur de l'action, d'une certaine manière, et à l'événement
qui va être au plus près de la coupole, qui va être d'avoir cette impression très rapide depuis l'espace urbain, d'arriver à l'intériorité du bâtiment. Alors Philippe, si jamais tu vas à Londres bientôt, depuis 10 jours, on gagne des points au temps passé chez Selfridges, sur le programme de fidélité. C'est-à-dire que plus tu es là, plus tu gagnes des points. Ça, c'est intéressant. Alors, voilà. Bon, accessoirement, c'est-à-dire plus tu consommes dans les restaurants et les bars, mais en tout cas, plus tu es présent, mais c'est plus intéressant. tu passes du temps. Et en fait, le message, c'est plus vous passez de temps chez nous et plus on vous récompense pour le temps qui est dépensé. Mais en fait, ça fait sens, parce que quand on y pense, Internet, c'est super. Internet, c'est super pour gagner du temps. Et l'essence même d'un grand magasin, c'est que ça doit être super pour dépenser le temps que vous avez économisé par ailleurs. C'est ça l'idée du grand magasin. Oui, c'est bien, oui. Rémi, c'est comme ça. Ça me rappelle, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, mais ça me rappelle un film qui avait été fait par la FNAC, qui a eu ses heures de gloire en France. Et la caméra tournait autour d'un gars qui était couché entre des rayons et qui lisait des BD. Et la voix off disait « Nous, on l'aime bien, Jean-Luc, on aime bien, on lui a conseillé des trucs. Et il a lu à peu près la moitié du magasin. Mais on aimerait bien lui vendre un truc un jour. » Et donc il passait sa vie c'est pour répondre sur ton point de déambulation. Mais en fait, on est passé d'une sorte de pratique du commerce qui était intriquée dans de la déambulation, dans du plaisir, dans des rencontres et tout, à une espèce de violence permanente et de système, vous le rappeliez à l'instant, pour ne pas perdre une seconde, une chance de vendre un peu plus à plus de gens. Hein. Et donc c'est vrai que le digital, là c'est vraiment ce système-là qui marche à plein. Mais les magasins sont un petit peu comme ça. Enfin, c'est les trucs dans les aéroports où on est un peu piégé par des parcours comme ça pour acheter avant de prendre son avion, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai que dans le commerce, il y a quand même quelque chose de social et d'enrichissant qui a de moins en moins, je trouve, en tout cas dans le monde virtuel, et que des nouveaux grands magasins devraient reprendre comme projet en soi. Parce que c'est vrai, vous vous rappeliez tout à l'heure qu'il y avait une église et puis un grand magasin, puis finalement les gens ils se réunissent dans un magasin, peut-être sans doute un peu plus que dans l'église, mais il y a une fonction comme ça que, à mon avis, ne peuvent remplir que les lieux, déjà, hein, puisqu'on parle de lieux qui n'existent pas, enfin de lieux virtuels versus lieux réels. Et ça, c'est un projet absolument formidable au cœur des sociétés. Hein. Alors, avant, pardon, juste pour répondre sur ça, et avant, parce que Vincent aussi a le droit de parler. Et après, je passe à... Oui, absolument. Juste par rapport à ça, j'ai juste envie de lancer une idée pour qu'elle rebondisse dans la salle peut-être, mais c'est simplement, quand je lis chapitre 7 du Bonheur des Dames, d'Émile Zola, donc c'est pas spécialement un roman récent, en fait, quand on le lit vraiment, ce chapitre-là décrit exactement le business model d'un grand magasin. Et donc moi, la question que je me pose en t'entendant, Rémi, c'est est-ce que finalement on n'a pas une vision un peu romantique de l'histoire, comme se dire avant c'était mieux, alors qu'en fait avant le pain en France il était pas terrible, la Seine était vraiment super polluée et on mourait à 40 ans. Mais est-ce qu'en fait un grand magasin par définition c'est juste un endroit pour vendre et que on injecte une dose de romantisme alors que c'est par définition une machine à vendre quand même, c'était prévu pour. Alors après qu'on raisonne en termes de vente au mètre carré ou vente par tête à l'époque des Dufayel ou autre, c'est la même chose. Alors est-ce qu'on peut passer la parole à Vincent, oui, enfin. qui l'a bien mérité. Oui, non, mais en plus c'est très intéressant. Je suis le plus méditerranéen de vous tous et je ne même pas. Non, je veux bien rebondir sur ce que vous dites tous là-dessus, le romantisme, la flânerie et je rajouterais la gratuité. En tout cas, nous, en tant qu'architectes, un peu comme toi, par rapport à toutes les questions ou les prérogatives que vous évoquez, nous, on répond à une commande. Évidemment, la commande, la plupart du temps, soit c'est un commanditaire public et l'exploitant est plutôt un commanditaire privé. Donc, son business plan, c'est le résultat à la fin. Donc, c'est le maximum de surface pour le maximum de rentabilité. Et puis, la notion du public, c'est de vendre le foncier comme un peu pour un immeuble, mais au plus cher. Alors,
nous, ce qu'on fait, ou les exemples que je vais présenter ici, mais qui sont plutôt ceux que je pratique, c'est le centre commercial de périphérie, qui est en pleine transformation aujourd'hui, en pleine mutation. Genre un hypercentre qui a 3 fois plus de surface à l'extérieur pour son parking qu'à l'intérieur de son hyper. Aujourd'hui, dans le développement des villes, il y a comme un blocage pour ces entités-là de se développer, de s'étendre, s'il n'y a pas une refonte complète de son foncier, de voir autrement la ville, puisque évidemment cet objectif de sortir du centre-ville pour aller en périphérie, pour des questions de budget d'une part, puisque c'était quand même moins cher, les accès dans les centres commerciaux sont moins chers que les magasins de centre-ville. Ça a été, ça reste encore quand même une certaine réalité. Je ne vais pas mettre Paris dedans, parce que Paris c'est juste un cas à part, ou Londres c'est un cas à part. Je parle de ce que je connais de la banlieue, qui peut être celle de Lyon, celle de Marseille, celle de Nantes, d'Angers, etc. Et puis, il y a le parc d'activités commerciales, ce qu'on appelle le retail park, qui est ce que vous évoquiez un moment tout à l'heure. C'est que le centre commercial, on est à l'intérieur d'un magasin, on vient de l'extérieur par un parking, on fait 500 mètres à pied sous la pluie, c'est rempli de bitume, et après on met des petites guirlandes pour faire ouin-ouin. Et le retail, ça a été une certaine nouveauté d'ouvrir les magasins, que la circulation soit à l'extérieur, couverte ou non, plus ou moins bien fait, mais pour que les personnes puissent se promener, donc flâner. Mais dans les deux cas, c'est un lieu de rencontre, c'est un vrai lieu de société, un lieu sociétal. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience plus jeune, parce que s'il n'y avait pas eu ce lieu, j'aurais quasiment rencontré personne. C'est des vrais lieux de rencontre, des vrais lieux aujourd'hui de destination, de promenade, intérieure ou extérieure, de voir autre chose que son écran ou sa télé, pour beaucoup de personnes. Les deux cas que je vous présente ici, mais il y en a plein d'autres, puisqu'on n'a pas parlé du nombre de personnes. Mais le premier centre commercial français, qui est à Cabriès, du côté d'Aix-en-Provence, qui a été construit dans les années 60, je crois, 60-69, c'est 50 millions de personnes par an. 50 millions. Enfin, moi, c'est impressionné. 350 000 m², 50 millions. Le Louvre, c'est 9 millions. 8 ou 9 millions. Enfin, c'est énorme comme différence. Alors, évidemment, le Louvre, c'est 22 €. Cabriès, c'est 0, quoi. Alors, évidemment, c'est une incitation à consommer, mais pas que. C'est une incitation à se promener, etc. Et donc, je pense que dans cette relation des développements de pôles commerciaux, qu'ils soient centres commerciaux ou retail, notre perception a été de dire, mais comment faire pour que les gens aient le sentiment d'être ailleurs que dans un centre commercial, mais presque comme dans ce que tu évoquais, ça peut être un musée, ça peut être juste un parc où on vient déambuler, se promener, sortir son chien. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et important. En tout cas, c'est sous ce regard-là, en fait, que nous avons essayé de tendre à cette réflexion. Alors, je vais faire comme toi, je vais montrer quelques projets. Alors, je monte un projet qui est un centre commercial à ciel ouvert qui a été construit en 2012 à côté d'Angers, qui s'appelle l'Atoll. Bon, ça ressemble à un atoll. C'était pas très compliqué, c'était l'idée ingénieuse qu'on avait eue. Donc c'est un concours lancé par la communauté urbaine d'agglomération pour contrecarrer Nantes dans le départ en fait des Angevins sur l'autoroute pour aller consommer ailleurs que chez eux. Bon voilà, c'est une stratégie économique, donc il y a eu sûrement plein de gens autour de la table avant de lancer ce concours, ce cahier des charges. Et le deuxième, on l'a mis en parallèle, c'est la transformation d'un centre commercial à Paris 10, donc à Nantes cette fois-ci. Donc c'est un énorme hypermarché qui fait, je sais pas, pareil, je pense à peu près 6 à 7 millions de visiteurs par an. Ça m'effraie en fait à chaque fois. Mais c'est quand même l'un des premiers modes de consommation des Français. C'est d'aller dans les centres commerciaux.
c'est quasiment, je sais pas, 60% des dépenses, puisqu'il y a tous les vêtements, etc. Alors pour les 2 cas, le premier, l'atoll, c'est plutôt l'équipement de la maison, et le deuxième cas, c'est l'hypermarché, mais tous les 2 se transforment pour apporter le plus, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut apporter en plus. Donc le loisir, puisqu'ils ne peuvent pas faire d'habitation, ils en seraient ravis, mais à la fois ils ne sont pas capables, ce n'est pas leur métier, mais de faire du loisir, faire de l'équipement, mais la ville ou la communauté ou le département, ils sont un peu tenus, donc les seules choses qui peuvent passer, c'est le cinéma. Mais ils auraient la capacité de faire une médiathèque, faire une bibliothèque, faire presque un mini-musée, mais ils n'ont pas, la programmation leur interdit. Mais s'ils avaient la possibilité, comme en centre-ville ou à Paris, on le ferait, c'est sûr. Mais dans ces espaces périurbains, c'est impossible. Et la limite, elle est pas loin d'être franchie. Donc qu'est-ce qu'ils font, ces promoteurs, investisseurs? Ils achètent des œuvres d'art. Ils les mettent en place. Ils font venir des compagnies de théâtre, des compagnies de cirque. Ils font venir du cinéma à ciel ouvert. Ils font venir la plage à Angers, la patinoire en hiver. Wow, ils ont un moment compris tous les éléments de connexion possibles avec les habitants ou leurs consommateurs. Et ils se sont complètement adapté. Et nous, avec architectes, pour dire, OK, si tu veux faire une patinoire, il faut laisser une zone comme ci. Si tu veux mettre des arbres, il faut enterrer la voiture, il faut arrêter de la mettre à ciel ouvert. OK, on va mettre des parkings enterrés. On disait ça, ou on se posait la question de ça, il y a 20 ans, 30 ans, de faire du parking enterré pour un centre commercial. Tu sortais par la fenêtre, en fait. Tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence parce que l'exploitation de ce sol où est la voiture, tu peux faire autre chose. Et ça, pour moi, c'est assez important. Toujours dans ce relais de se dire, si les gens vont là-bas, on ne va pas changer leur manière de faire. On parlait de scroller l'écran. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller déambuler. Donc, quand ils déambulent, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? De l'espace vert, de la dimension, autre chose que l'image clinquante de l'enseigne, etc. Même si le job derrière, c'est qu'ils puissent vendre. Mais nous, c'est toutes ces petites aménités autour qu'on essaie de faire. J'ai fait une petite superposition. Donc dans les 2 cas, donc on a Paris 10 qui est donc au nord-ouest de Nantes. On est dans un quartier périurbain. Ce qui est surligné en rouge, c'est l'hypercentre aujourd'hui. Donc c'est sur un site qui fait quasiment 20 hectares. Le projet, c'est de faire 130 000 m² de bâti, c'est énorme, mais en tous les cas, c'est une volonté de la ville de pouvoir accepter ça à partir du moment que le bâti ne reste pas commerce. Donc ici, c'est la transformation de ce hypercentre en hypercentre, mais également avec du commerce extérieur, mais à partir du moment où à minima, on a 500 logements possibles, un équipement culturel, des bureaux, de l'artisanat, du paysage, de la promenade, un biotope hyper important. Bon, il faut à minima 60 000 m² d'espace vert qui soit hors sol ou dans le sol. C'est-à-dire que les conditions demandées par la ville qui nous facilitent le travail pour nous architectes, c'est de pousser cette volonté-là. Et en dessous, c'est un projet donc, qui a été commencé, on a gagné le concours en 2008 et ça a été construit en 2012. C'est l'atoll. Et là, c'est l'inverse. Il n'y avait pas encore cette préoccupation des territoires agraires. En tous les cas, il n'y avait aucune possibilité d'exploiter ces espaces, en tout cas dans l'esprit de ceux qui vendaient ou ceux qui récupéraient ces terrains qui étaient la ville, l'État, etc. derrière, pour transformer et construire un lieu commercial en lieu et place d'un terrain où il y avait peut-être du maïs, etc. Et le résultat, il est assez flagrant, la nuance, elle est assez flagrante, on est en plein espace, et on a à peu près les mêmes dimensions. 20 hectares, 23 hectares pour l'atoll, de sites de territoire foncier, 20 hectares pour Paris 10. Et nous, là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter comme... d'une moins comme posture pour essayer d'arriver à faire quelque chose d'important. Alors pour l'atoll, rapidement, ce qu'on a essayé de faire, tout ce qui est un peu verdâtre et blanc au milieu, c'était le site. C'était le site qui nous était donné. Donc on a inversé un peu la vapeur, c'est-à-dire qu'on s'est positionné à dire le parking, on va en faire le minimum, et s'il existe, il est au centre.
et tout le reste, il est enterré. Donc il y a 2400 places enterrées pour un bâtiment qui en fait à peu près 90 000. Et il y a au centre du stationnement, avec un système de plantation qui avait été mis en place, qui était assez impressionnant. Et ce qu'on voulait faire, c'est que le magasin, ou du moins cette entité commerciale, ne venait presque quasiment comme une intention artistique, presque plasticienne, dans le paysage. Donc on a fait rentrer les véhicules des livraisons à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment. Je vous montre après rapidement. Je montre cette photo parce qu'elle est intéressante, parce que quand on arrivait sur place, nous, c'était des champs. La ville, elle est juste à côté, la petite ville de Beaucouzé. Et donc, on a monté un talus de 12 mètres. C'était la volonté de la communauté, c'était de dire il faut monter un talus, il ne faut pas les déranger. Et nous, on disait mais c'est complètement stupide de monter un talus. Nous, on va avoir un bâtiment qui fait 12 mètres. Alors, le PLU est un peu doublement débile, c'est-à-dire que les maisons à côté font 12 mètres, nous, on était plafonnés à 12 mètres, fallait faire un talus à 12 mètres. Si, mais notre bâtiment va être faire 12 mètres, ça suffira, on ne va pas mettre de grandes enseignes. Évidemment, comme ils avaient peu de confiance aux promoteurs, à tort, mais s'ils vont mettre des grosses enseignes, on va bloquer avec un grand mur de terre. Bon, bref. Mais je montre cette photo parce que même pour nous, elle était choquante dans le temps. Mais à la fin, le résultat, il est là. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui fait 1,5 km de circonférence. Les consommateurs rentrent au cœur de ce bâtiment. Il y a une promenade intérieure de 1 km à ciel ouvert. Ils se promènent le long d'un anneau, avec un petit bus électrique qu'on a rajouté après, restaurant, avec des activités complètement diverses et variées qui changent tous les ans. J'ai regardé les chiffres, c'est plus de 11 millions de visiteurs par an, ça m'a fait flipper en fait. Mais c'est un lieu de destination, c'est un lieu où les gens aiment se retrouver. Et la réalité, c'est que c'est ça, c'est que c'est un bâtiment qui reste assez discret, même s'ils ont volontairement mis du parking extérieur, puisque le développement de ce projet qui devait se faire autour, de développement paysager qui devait se faire autour, porté par la communauté de communes, n'a pas réussi à porter ses fruits. Donc aujourd'hui, le promoteur investisseur dépasse un peu, puisque le parking, il n'y en a jamais assez, donc on en met un peu dehors. Mais il n'a pas encore... il n'a pas été jusqu'au bout pour mettre des magasins. En tout cas, l'image extérieure depuis l'autoroute, depuis les petites rues, c'est de voir ce magasin-là, ce retail. Vincent, j'ai juste une question quand même. Est-ce que ça veut dire que le fait que cet hyper soit construit à l'extérieur, comme ça, est-ce que ça veut dire que la ville elle-même, il n'y a plus de magasins? Non. À Angers, il y a plein de magasins encore, même s'ils périclitent comme un peu toutes les petites, ou les villes de France. Quand même, oui. Mais il y avait, ici, c'est une spécificité, c'est-à-dire que tu ne retrouves pas le magasin qui est en centre-ville, même si la volonté, parfois, de l'investisseur, c'est d'aller les chercher. C'est du meuble, etc. Voilà, il y a une fonction qui est tout ce qui tourne autour de la maison. Mais maintenant, il y a des vêtements, il y a des pop-up, etc. Donc, il y a évidemment on tord un peu le cou à la situation, puisque tous les gens veulent venir là, puisque c'est le lieu de destination. Voilà, je montre, en fait, c'est une énorme mantille en tôle perforée qui vient complètement habiller le bâtiment. Et en fait, les camions de livraison rentrent derrière cette grande mantille. Donc on ne voit pas le jeu, la danse de tous ces camions qui viennent livrer à l'arrière des magasins. Et devant les magasins qui est au cœur de l'îlot, les gens se promènent, tout simplement. Bon, c'était pour nous une réponse la plus pertinente qu'on pouvait imaginer. Je n'avais jamais fait de retail park de cette dimension. Mais en tout cas, l'intention qu'on y a donnée en 2008-2007 était assez pertinente, puisque tous nos concurrents avaient fait une nappe de parking, puis des bâtiments assez extraordinaires. Là-dessus, nous, on a voulu, c'est évidemment déjà dans un premier lieu, masquer le parking. Alors là, je montre rapidement un deuxième cas. Donc toute l'emprise en tireté rouge, c'est le foncier que notre client a, et ce qui est en gris dans le tireté rouge, c'est son hyper qui marche du tonnerre de Dieu et qui veut évidemment quadrupler, quintupler, sextupler dans tous les sens. Et donc évidemment, grâce à la position de la ville, ça c'est encore l'état existant, on essaie de transformer ce quartier, et ça rentre tout à fait dans les ambitions de l'État aujourd'hui, pour que celui-ci puisse être un tout petit peu plus accueillant,
autrement pour la voiture. Donc l'élaboration de ce projet, c'est que l'ensemble des places de parking sont 100% enterrées. C'est incroyable, c'est 4700 places enterrées par rapport à ce qui était aujourd'hui à l'extérieur. Alors après, on essaie de retrouver toute une mixité, commerce, habitat, équipement, etc. Parce que c'est aussi avec l'aide de la ville que l'on porte ces grandes ambitions et qu'on incite l'investisseur à transformer son lieu, même si on recrée de la surface commerciale. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais parce que je pense à... c'est un projet que tu dis qui est de 2012. Alors l'autre c'était 2012, celui-ci ça fait 7 ans qu'on le porte. Parce qu'il y a eu tellement d'histoires avec les gilets jaunes, etc., sur le problème de l'essence, etc., que quand je vois ces projets faits en extérieur, à l'extérieur de la ville, je me demande si aujourd'hui c'est encore comme ça qu'on les ferait. C'est pour ça, est-ce que... Alors je sais pas, par exemple, Selvan, c'est pas exactement ton cœur de cible, mais ces grands hyper de périphérie, c'est quelque chose qui est toujours porteur ou pas? Ça marche, c'est bon. Oui, ça marche, mais enfin celui-là, il est un peu daté déjà, enfin daté, pas tant que alors, ça. Mais enfin, celui-ci, en fait, depuis 7 ans qu'on le porte, aujourd'hui, c'est l'un des projets qui ne s'est pas inscrit, tu sais, dans les 74 projets qui ont été sélectionnés par l'État pour transformer les hypercentres en autre chose que du commerce. Ici, c'est exactement la même chose en gardant le commerce, puisque si le commerce s'en va, il n'y a plus d'intérêt d'implanter d'autres activités, puisqu'il n'y a aucun promoteur qui viendra poser des logements à cet endroit-là. Donc, parce que l'équation, elle est assez difficile. Il y a à peu près 850 centres commerciaux en France. Il y a 600 retail parks comme l'Atoll en France. C'est-à-dire que demain, c'est pas ce qui va se fermer, c'est surtout ceux-là qui vont être amenés à se transformer. Pour justement qu'on puisse retrouver un dispositif plus charmant, plus émotionnel, plus romantique, même si ça paraît brut de blanc comme ça. Mais là, ce sont des quartiers de ville. C'est exactement un quartier de ville qui sont construits comme les ZAC. Ça ne change pas, sauf qu'aujourd'hui, on a un support. C'est pas dans un terrain vide, c'est un terrain qui a une attractivité actuelle et donc il est connu. C'est comme un enfant qui va à l'école, dans sa nouvelle école en changeant, il se trompe la première fois dans la rue, la deuxième fois son chemin il le connaît. Alors, mais c'est exactement pareil. Ce qui m'intéresse, c'est parce que tu reparles de romantisme, etc. Je me souviens qu'on avait parlé avec Rémi Babinet. Dans le livre de Rémi, il y a un passage qui est assez drôle. C'est cette idée que les jeunes aujourd'hui ont appris à acheter en marchant. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens viennent déambuler certainement dans ces espaces, mais ils déambulent avec leur téléphone. Oui, mais justement, excuse-moi, je veux juste te compléter. Rémi, si tu peux en parler un peu de je veux juste compléter par rapport à ton sujet sur les jeunes qui déambulent. C'est-à-dire que quand tu viens le week-end dans des centres commerciaux un peu old school, un peu vieux, c'est quand même un espace et un territoire qui est offert pour la jeunesse. Tu viens faire des tours en mobilette, tu viens draguer, tu viens poser ta voiture et discuter avec les copains. C'est un lieu, un espace public où pour une fois, la police vient pas t'ennuyer, même si tu as un petit peu de trafic illicite. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas oublier qu'est-ce que c'est aujourd'hui ces lieux et à quoi ils servent. Parce que souvent dans la transformation de ces lieux, on oublie l'usage qu'il y a dans ces espaces. Et on se dit, et ça c'est les grands langages politiques, on va transformer la ville. Mais transformer la ville, c'est pas oublier que des gens ils pratiquent ces lieux et que la transformation ne peut pas se faire sans eux. Oui, Rémi. Non, mais en fait, c'est des questions tellement immenses là que vous vrai. posez. Non, mais c'est intéressant, mais en fait, moi, je me pose toujours la question de savoir, mais c'est la faute à qui, en fait? Il y a les acteurs eux-mêmes, les propriétaires de grands magasins, les grandes chaînes. Il y a les gens, il y a le politique. Il y a plein de sujets qui sont intriqués les uns dans les autres, et souvent on a l'impression, alors moi en tant que publicitaire, j'ai un tout petit rôle, voire un rôle qu'on pourrait me reprocher de tabasser un peu les gens pour les faire acheter un peu n'importe comment. Enfin, c'est la critique qu'on fait la plupart du temps à la publicité, mais souvent on a un rôle. Je me souviens d'une campagne qu'on a fait pour Monoprix, par exemple, à un moment. Un Monoprix, ça ressemble à un autre grand magasin ou petit grand magasin des villes. Tout ça se ressemble un peu. Et
ils ont des problèmes de clientèle, de commerce, et nous, on leur dit, on dépasse pas notre rôle, mais on leur dit, bah, tiens, on peut essayer de créer une autre expérience un peu plus intéressante en changeant tous les produits. Et on leur a proposé de changer tous les produits, de les refaire les boîtes, et d'installer des mots, d'interpeller les gens avec les boîtes, etc. Et au-delà du fait que ça a été un succès commercial, ça permettait, moi je suis un peu obsédé par ça, aux gens éventuellement de se croiser, de discuter d'un truc et de regarder un peu différemment l'endroit dans lequel il était, de rapporter des choses chez eux et de les mettre, de les regarder, d'en parler, etc. Tout d'un coup, il y avait une sorte d'aura comme ça du commerce, de l'activité commerciale, qui dépassait le lieu et qui faisait que, voilà, moi je suis complètement obsédé par le fait que le commerce doit faire se croiser les gens, les enrichir et les... En fait, il faut que les gens aient quelque chose à dire quand ils sortent d'un magasin. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des marques comme maintenant lieu d'expérience pure. On n'a plus à vendre quelque chose de tangible, mais plus une expérience. Mais au moins dans ce saut-là, qui pose aussi d'autres problèmes, on a un début de retour de l'émotion, retour du partage de l'émotion, et donc retour d'une fonction du commerce qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que, sûrement le développement des futurs grands magasins sera au croisement du virtuel et de ces expériences réelles, évidemment, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est très maladroit et c'est très... on sent qu'on cherche, mais on n'a pas envie de ça comme ça complètement. On est curieux, on va voir, mais... C'est pas comme un grand magasin il y a 100 ans où voilà, ça aspirait tout le monde de manière radicale. Si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que dit Rémi, alors c'est pas un grand magasin, c'est une chaîne de supermarchés en Californie qui s'appelle Erewhon, et c'est super pour les gens de 30 ans qui sont ultra connectés, mais qui sont aussi ultra seuls. Et la raison de succès de ce truc-là, c'est dingue, c'est qu'en fait, ils ont retravaillé leurs étagères, les espaces de commerce, etc., pour que ce soit pas très pratique et que vous soyez obligé de vous bousculer un peu pour aller chercher des carottes ou de la lessive. Et ben en fait, ça marche, et c'est devenu un endroit de rencontre pour des trentenaires un peu riches, un peu ultra connectés qui bossent dans la Silicon Valley et l'autre, et qui adorent cet endroit parce qu'ils se disent je peux peut-être rencontrer quelqu'un par sérendipité totale. J'aimerais simplement vous suggérer, si on veut se parler du futur des grands magasins, d'aller faire un tour au sous-sol des Galeries Lafayette Haussmann. Qui, à mon avis, même si je pense qu'ils sont un peu en avance et que du coup personne ne comprend, qui donne un peu une idée de là où ça peut aller. Alors, le sous-sol des Galeries Lafayette, Haussmann, initialement, c'était les chaussures. C'est en sortie de métro, c'était l'endroit le plus rentable au mètre carré du bâtiment, de 55 000 mètres carrés, donc c'est beaucoup d'argent. Et en fait, dans cet espace, en fait, les galeries ont décidé de le monter au 3e étage. Donc maintenant, les galeries ont le plus grand espace chaussures de l'Europe continentale, c'est quand même pas mal. Mais surtout, en fait, ils ont décidé d'ouvrir ce qu'ils ont appelé la Wellness Gallery au -1. Donc en fait, c'est un espace qui est dédié au bien-être. Et pour répondre à ta question, ça peut donner peut-être une idée de ce qu'est le grand magasin du futur. C'est qu'en fait, sur les 3000 m² que représente cet espace, seulement 40% est dédié à la vente de produits. C'est-à-dire qu'en fait, il y a seulement 40% des 3000 m² où vous pouvez acheter des trucs. Et les 60% restants, vous pouvez acheter des services. Alors les services, ça va être accéder à une salle de yoga, avoir accès à un masseur, pouvoir faire, je sais pas, des trucs en relation avec votre bien-être, ou aller juste manger prendre un jus de fruits bio ou détox, ou voire même juste louer une salle pour que vous puissiez faire des essais de produits avec vos copines, etc. Et en fait, on va de plus en plus vers ça. Alors la question que ça pose, c'est comment est-ce qu'on résout l'équation économique de ce modèle-là, parce que comment est-ce qu'on fait de la marge en vendant des services autant qu'en vendant des trucs, mais ça rejoint aussi la problématique de l'e-commerce, pour revenir là-dessus. L'e-commerce, il faut bien qu'on se dise une chose, c'est que l'équation économique du e-commerce, on ne l'a pas encore tout à fait totalement trouvé. Amazon n'est pas rentable en vendant des produits. Amazon est rentable en vendant des services, en vendant de l'espace de stockage, mais certainement pas en vendant des trucs. Et le problème de vendre des trucs, c'est que, il faut que quelqu'un aille chercher ces trucs. Alors pendant 100 ans,
C'était nous, les clients, qui allions chercher ces trucs. Mais maintenant, les commandant sur Internet, les trucs, ils arrivent chez nous. Mais personne n'est d'accord pour payer le surcoût de faire venir ces trucs-là. Et le problème d'avoir des trucs chez soi, c'est qu'on a envie de les renvoyer quand ça va pas. Et ça coûte cher. Si vous faites l'essai, ce soir, allez sur Amazon, commandez une ampoule, 2 €. Et quand vous la recevez, vous dites à Amazon, monsieur Amazon, en fait, elle me plaît pas, je me suis trompé, j'ai pris une ampoule à baïonnette, je veux la renvoyer. Une chance sur 2 pour qu'ils vous disent, en fait, tu sais quoi, non seulement je te la rembourse, tu la gardes, on n'en parle plus, on reste bons amis. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup trop cher de la récupérer. Tout ça, c'est des éléments d'équation économique qui sont importants dans les business models. Mais est-ce qu'on n'est pas non plus, alors dans ce cas-là, devant un nouveau système qui fait qu'en fait, il y a une certaine catégorie de gens qui seraient, je dirais, relativement aisés ou avec un niveau de culture relativement aisé, qui peut avoir accès à ce genre d'espace. Et puis, les 47% de Chinois dont je parlais tout à l'heure continuent d'acheter virtuellement. T'es déjà allé acheter un truc très lourd au BHV ? Alors, moi, j'ai déjà acheté des trucs très lourds. Oui. En me disant, c'est bon, je vais les ramener chez moi. La ligne 11, avec un truc très lourd, c'est dur. Et ce que je cherche à dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a une réalité qui est avec nous depuis 50 ans, c'est qu'en fait, les villes ont radicalement changé, qu'on a tous envie de vivre dans du beau. Alors, si vous êtes en centre-ville, vous vous dites, c'est plutôt pas mal d'avoir des rues pavées et des jolis bars à vin et des cafés, et plutôt pas des magasins, etc., et plutôt pas des jeunes qui traînent, et plutôt pas des parkings. Donc, du coup, en fait, votre grand magasin comme le BHV se retrouve isolé dans un endroit qui est piéton. La Samaritaine, c'est la même chose. Aller faire des courses en voiture à la Samaritaine ou au BHV, c'est du suicide. Du coup, en fait, il y a ce transfert vers les périphéries de ville, où il y a aussi maintenant cette même dictature du beau, c'est-à-dire qu'en fait, on a trop marre d'avoir des entrées de ville trop moches. Mais dans tous les sens, oui, sans doute que les gens en centre-ville qui ont certains besoins et qui vont les trouver dans les grands magasins, et les gens qui ne vivent pas dans le centre-ville, qui ont d'autres besoins, mais qui ont la possibilité de pouvoir se transporter différemment. Mais c'est justement dans cette nuance-là que tous les nouveaux retail ou centres commerciaux, même les Galeries Lafayette, quand ils s'installent dans leurs bâtiments historiques, se transforment pour faire le beau, en sachant qu'ils n'étaient pas trop moches pour les Galeries Lafayette, mais les autres, c'était vraiment horrible. Donc toutes ces caisses, on s'en souvient, enfin, tu vois, il y a encore 30 ans, 20 ans, il en existe encore beaucoup, c'est que des caisses, c'est la rentabilité la plus importante dans le business, en fait. C'est trois feuilles de métal sur une structure métallique avec une rentabilité énorme. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça se transforme et tu dois apporter justement ce bien-être, cette qualité de parcours client, entre guillemets, mais qui n'est pas uniquement à l'intérieur du magasin, mais depuis l'extérieur. Et c'est là où le rôle du politique, voire de l'architecte, l'urbain, le paysagiste, il est majeur parce que c'est là où on peut tirer les ficelles au maximum pour dire... Faisons de ce quartier un peu complètement paupérisé, même s'il a une attractivité énorme par nécessité et puis pour essayer de se retrouver, un lieu exceptionnel. Et ça, c'est vraiment une transformation majeure. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'évolution des grands magasins, elle est prise elle-même aussi par l'accélération dont vous parliez tout à l'heure, hein, Christelle. C'est-à-dire que c'est vrai, vous parliez de cycle en disant que les magasins ils sont pris à chaque fois dans des renouvellements. C'est aussi ce que vous disiez au début. Hein. Mais est-ce que cette idée justement que le virtuel serait marié à un grand magasin, c'est vrai, on sait déjà qu'il y a des endroits où on peut aller essayer dans une cabine un type de vêtements et le voir de diverses couleurs, etc. Bon, mais c'est des gadgets pour l'instant. Quand vous parlez de croisement comme ça, du virtuel dans des espaces tels qu'on les connaît, vous pensez à quoi Oui, pardon. À moi Oui, pardon. Non, alors en fait, si je refais juste un petit historique depuis la pandémie, en fait, moi, ce qui m'a frappé au sein des grands magasins, membres et membres de l'association, c'est qu'en fait, 2020, tout le monde réalise que à peu près n'importe qui peut mourir, peu importe votre taille, peu importe ce que vous faites, vous pouvez mourir. Donc en fait, même des boîtes comme les Galeries Lafayette et qui sont là depuis des centaines d'années se sont dit, en fait, on est mortel. Donc du coup, en fait, post-pandémie, il
y a une sorte de ruée vers l'or, vers le e-commerce. Donc, e-commerce, comme je vous l'ai dit, il y a un problème d'équation économique. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il faut faire des investissements. Il faut être celui sur lequel... Enfin, il faut arriver en haut de recherche pour être visible et pour qu'on clique. Le problème, c'est que ça coûte de plus en plus cher. Et puis que tout d'un coup, quand vous êtes les Galeries Lafayette et que vous voulez vous dire je vais devenir un e-commerce player, et ben, votre concurrent, c'est plus le Printemps. C'est Google, c'est Amazon, c'est Meta. Et c'est plus les mêmes coûts. Et c'est pour ça que 100% des grands magasins aujourd'hui ne poursuivent plus forcément cette optique de se dire on va faire du e-commerce. Par exemple, tous parlent comme Rémi de digital. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de créer un écosystème digital dans lequel on puisse capturer le client. On lui apporte du conseil, on lui donne le choix, on lui montre des produits, etc. Et l'idée, c'est quand même de conserver au centre de cet écosystème digital le magasin physique. Et c'est ce qui explique que, alors qu'on est en 2025, les Galeries Lafayette, post-pandémie, ont continué d'investir dans le real estate, dans leur coupole qui a été refaite, dans la rénovation de leur magasin flagship, mais aussi en province avec l'ouverture de Lyon-Bron et d'Annecy. C'est ce qui explique que des compagnies étrangères comme Breuninger en Allemagne, qui fait plus de 60% de son chiffre en digital, continue d'ouvrir des grands magasins de 10 000 ou 20 000 mètres carrés à Munich et ailleurs. C'est que, en fait, le principe, c'est de se dire, OK, je ne serai jamais Facebook, c'est sûr, je ne serai jamais Meta, je ne serai jamais Amazon, mais mon principe, c'est de créer un écosystème dans lequel je puisse capturer mes clients et faire en sorte que ça donne de la valeur à mon flagship. Et si je peux finir, la valeur ajoutée du grand magasin d'aujourd'hui, et là, ça va être provocateur, c'est qu'en fait, je ne pense pas qu'un grand magasin puisse continuer à vendre un peu de tout à tout le monde. Il y a un type qui fait ça super bien, de vendre un peu de tout à tout le monde, il s'appelle Jean-Pierre Amazon. Mais tous les autres, en fait, les grands magasins doivent choisir leur camp et doivent choisir leur positionnement. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de sociétés de grands magasins qui font des choix stratégiques. Les deux exemples, pour moi, c'est Harrods à Londres. Le CEO de Harrods, à chaque fois qu'il prend la parole, dit un truc très simple, il dit: je gère une petite boutique à un coin de rue qui s'occupe des 0,00001% de la planète. Bon, ça c'est clair. Les Galeries Lafayette, le message est assez clair aussi, même s'il est un peu moins perceptible en tant que Français en France. Mais les Galeries Lafayette, c'est un vrai message de mode. C'est un vrai message de nous, en fait, parce qu'on est Français, on sait de quoi on parle. Et en fait, nous sommes à la fois des vecteurs et des détecteurs de mode. Quand vous allez aux Galeries Lafayette Dubaï ou à Shanghai et demain en Inde, en fait, l'offre mode, elle est à 50-60% internationale et 50-40% locale, parce qu'en fait, le principe, c'est de faire émerger la mode locale aussi. Alice, une chose, je voudrais savoir, quand j'entends, et j'imagine que ce que dit Selvan, c'est les propos que doivent tenir les clients. Eux, ils ont un besoin de rentabilité, on comprend très bien, mais quand on vous confie un travail de créer, par exemple, Selfridges, mais peut-être autre chose, vous, j'imagine que vous raisonnez comme ça aussi. Vous dites, il faut que je crée un espace qui soit le plus rentable possible, ou alors vous êtes comme une espèce de résistance en face en se disant, moi, ce qu'il faut, c'est que le client soit dans un bien-être le plus absolu. Comment se fait la discussion, justement ? Moi, je crois qu'on va essayer de faire quelque chose qui intéresse les gens, les curieux, qui soient proches des envies qui sont celles du moment. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un aspect un peu éphémère ou changeant dans la pratique, la construction de bâtiments commerciaux. Mais en tout cas, je rejoins beaucoup quand même ce discours de dire que finalement, il y a quelque chose de plus ouvert entre le digital et le physique, où c'était mon point au début aussi, de dire que finalement, si on peut maintenant être dans un espace où on a une expérience, on est à la limite de ne plus savoir si on est exactement dans un department store ou dans la rue ou dans sa salle de gym ou et nous dans l'agence on fait quand même beaucoup l'avocat de moins compartimenter les choses, quoi, que finalement les gens vivent et évoluent dans la ville et qu'on on chemine de l'un à l'autre comme ça. Vous, j'imagine que vous avez l'ambition d'en faire un élément urbain, c'est-à-dire
Oui, c'est ça. C'est ça la différence. Exactement. En tout cas, l'apport, oui. Exactement. Oui. Comme il va être le temps peut-être de passer aux questions, si je résumais, si j'essayais de résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, d'après vous tous, le grand magasin, il a de beaux jours devant lui parce que c'est un lieu où les gens ont besoin de se rencontrer, de se croiser, c'est un lieu de déambulation. En même temps, il est obligé d'évoluer parce que, comme disait tout à l'heure Selvan, il ne pourra pas rester l'élément qui vende tout à tout le monde. Donc il faut qu'il se spécialise, peut-être qu'il crée aussi de l'événement, qui devienne aussi un lieu de proposition autre, peut-être que simplement du commerce, mais comme font maintenant tous les musées, les boutiques qui font de l'événementiel, de la culture, etc. Est-ce que c'est ça, d'après vous, et évidemment, ce que disait aussi Selvan ou Rémi, ou ce croisement d'une virtualité avec des espaces encore tangibles et concrets, où les gens ont envie, comme on disait, de se frotter les uns aux autres, quoi. Ce serait ça l'avenir? Oui, Christelle ou Christelle? Moi, je crois que c'est encore un lieu qui est capable d'éblouir et de produire du bonheur. Et ça, c'est important. Et Selvan, ce que je disais, c'est à peu près ça ou pas du tout? Alors, je réponds par une boucle. Oui. Je connais personne qui est resté chez lui depuis 2020 et qui m'a dit « Je suis trop content d'être en confinement ». Et ce que je cherche à dire par là, c'est que là, je ne sais pas combien de gens habitent à Trocadéro. J'habite pas à Trocadéro et venir ici, c'est loin. Mais quand même, on fait tous l'effort. C'est que je pense que cette relation interpersonnelle est importante. Après, un point important, le grand magasin en tant que lieu d'échange, lieu de découverte et lieu de rencontre a des beaux jours devant lui. Je ne suis pas en train de dire que les grands magasins aujourd'hui le font bien ou vont continuer à le faire bien, mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, la plupart des grands acteurs du secteur, ils réfléchissent très sérieusement et se posent vraiment des questions et investissent et innovent en permanence. L'exemple que je peux vous donner, c'est juste, je trouve ça tout à fait fou que le printemps est ouvert au One Wall Street à New York il y a une semaine. C'est fou. Mais sur un format de 5000 m², 5000 m², c'est l'équivalent de Printemps Deauville. Pour comparaison, Haussmann, c'est 35 000 m². Au One Wall Street, qui est un quartier qui est aussi peu commerçant que pouvait l'être Saint-Lazare, quand c'est CEO qui le dit, c'est pas moi, que le printemps quand ça a ouvert, et sur des nouveaux formats, sur une nouvelle offre, sur une nouvelle approche, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, cette volonté de se réinventer, elle est là, et personne ne reste arc-bouté sur des positions qui ont vocation à disparaître. Peut-être un mot aussi sur... alors ça rouvrirait le débat, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on se dit, c'est qu'on part de lieux de commerce qui sont aussi des lieux de sociabilisation, et puis on aime ce mélange. Je lisais aujourd'hui, alors je le savais, mais là je l'ai lu, ça m'a fait drôle, que TikTok ouvrait la possibilité de commercer dans des espaces donc qui sont des espaces de sociabilisation, ces nouveaux espaces de sociabilisation vont devenir des espaces de commerce. C'est pas pareil que les grands sites de commerce, de e-commerce dont on a parlé. Hein. C'est vraiment des nouveaux espaces de sociabilisation où toute une nouvelle génération se repère, se cherche, se trouve, se rencontre et peut naturellement être amené à acheter des trucs très facilement. Et donc il va y avoir, à mon avis, une concurrence entre les vieux lieux physiques, ou une concurrence ou une cohabitation qui doivent rester des espaces de sociabilisation, et ces nouveaux espaces de sociabilisation, les réseaux sociaux, qui vont devenir des espaces de commerce. Et on va voir comment ça se danse, mais TikTok, ça m'a étonné parce que juste en le lisant, je me suis dit, mais évidemment, et ça va marcher, mais le feu de Dieu. Et je pense qu'il ne faut pas oublier encore de faire la nuance entre la ville et en dehors de la ville. On n'a pas tout le temps les mêmes populations et le même porte-monnaie. Et je pense qu'il ne faut pas oublier de l'autre côté de tous les périphériques de toutes les villes où la nécessité de se rencontrer, de sociabilité, elle est majeure, et que plein d'histoires se créent autour de ça, et que
la capacité aujourd'hui dans le renouveau de ces centres commerciaux, retail et autres, c'est que les investisseurs ou les propriétaires de ces grosses machines ont aussi compris qu'ils ont la capacité de transformer, parce qu'ils ont quand même réussi à faire des sacrés coups d'argent, de transformer leurs lieux pour qu'ils deviennent des centres d'intérêt, puisque les gens ne vont pas plus au musée. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les emmener, mais il y a des interfaces à créer, et je pense que ça, c'est hyper important pour que les gens puissent se rencontrer. Les centres commerciaux, par rapport à certains centres-villes un petit peu huppés, c'est quand même les lieux où il y a plus de mixité. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que ça, c'est majeur. Et si tout le monde en prend conscience, il y a des grands enjeux politiques et de société. Oui, c'est juste. Et puis, en plus, il y a des tas de choses dont on n'a pas parlé, mais qui rentrent en ligne de compte. Les piétonisations, tout ça, est-ce que c'est favorable ou défavorable aux magasins? Est-ce que les gens ont dit que les gens n'allaient plus au BHV parce que c'était devenu inaccessible? Enfin, je sais pas. Il doit y avoir une part de vrai. Je pense que donc ça fait partie aussi des questions. C'est vrai c'est une question tentaculaire, hein, ce qu'on aborde entre la périphérie. Moi, au départ, je parlais de choses dont on n'a pas parlé, que c'était les commerces de centre-ville qui périclitent. J'avais demandé à Vincent par téléphone, est-ce qu'on peut en faire des logements, toutes ces boutiques qui ferment là. Tu me disais que c'est déjà ce qui se fait d'ailleurs. Oui. Bon, c'est vrai que mais là on est centré sur les grands magasins, donc c'est une chose très très particulière. Moi, j'ai vraiment le sentiment, par ailleurs, que c'est indiscutablement maintenant des lieux de patrimoine, quoi. C'est vraiment que ce que je disais aussi, on y va parce que c'est gratuit, quoi. C'est des musées gratuits. Et puis c'est un spectacle, quoi. C'est assez incontestable, il n'y a pas de doute. Oui. Solvan, c'est combien d'adhérents, cette association? Actuellement, on a 16 adhérents, puisqu'en fait, le but, c'est de favoriser les échanges entre les grands magasins mondiaux. Donc, on a par construction un membre par pays, donc en France, c'est Galeries Lafayette. Et l'association n'a pas une vocation d'être ni un syndicat, ni un lobby. C'est vraiment une structure qui a été créée par les dirigeants des grands magasins en 1928, en voyant ce qui se passait en termes de taylorisme, fordisme, théorie des organisations, du management, etc. Et qui se sont dit, on doit apprendre de tout ça. Et donc, du coup, on va créer un organisme de recherche. Et c'est ce que l'association est depuis 1928. Et juste une question, mais j'avais entendu dire à l'époque, et c'est peut-être toujours pareil, que les dirigeants des Galeries Lafayette et du Printemps s'échangeaient leurs résultats chaque jour. Il s'appelait. Et il paraît même qu'en fait, ils dépècent des gens et ils en boivent le sang tous les soirs. Non, mais c'est pas une blague du tout ce que je dis. Non, en fait, il n'y a pas de. Le dépeçage, c'est pas une blague non plus. Je sais que c'est vrai. Mais... Non, par contre, ce qui est certain, c'est qu'en fait, moi, je trouve ça fou, mais. De la même manière que j'ai travaillé pour Sonia Riquel, de la même manière que la légende veut que Madame Riquel, parce qu'elle avait son bureau dans la boutique, était capable d'avoir un estimé juste à l'oreille du trafic, d'avoir un estimé du chiffre d'affaires. En fait, moi, un truc que je trouve assez formidable, c'est que les patrons des grands magasins sont à peu près capables, simplement en voyant les chiffres du trafic, d'avoir une idée du chiffre d'affaires qu'ils vont avoir à la fin de la journée, ce qui est dingue. Est-ce que des gens veulent poser des questions dans la salle? C'est pas du tout obligatoire, mais... Oui, bonsoir. Vous n'avez pas, dans les grands magasins, vous n'avez pas évoqué le tourisme, le rôle du tourisme dans l'évolution des grands magasins. Alors, vous avez parlé de Harrods. Il y a très longtemps que je ne suis pas allé à Londres, mais c'est un lieu touristique. À Paris, c'est flagrant. Le BHV, c'est un peu différent. Il a pris une tournure un peu étonnante, mais... Parce que la ville du touriste n'est pas la ville urbaine de toutes les populations que l'on évoque, enfin qui y vivent. C'est une cartographie complètement différente. Je crois que les Galeries Lafayette fait la majorité de son chiffre d'affaires avec des touristes. Et je pense à un autre grand magasin que les plus anciens ont connu, qui était la Samaritaine, qui a tourné aussi... alors c'est le thème à la mode de monter en gamme. Je crois que ça marche pas très bien. Je pense que ça ressemble beaucoup à un fiasco. Mais là aussi, c'est calé à la fois sur une fraction de population très typée,
un peu comme le bon marché, et on sait pourquoi, mais aussi sur le tourisme. Alors effectivement, est-ce que c'est la voie d'avenir pour les grands magasins de s'appuyer sur les flux touristiques qui sont considérables? Merci. En tout cas, moi, je veux juste dire après je vous passerai la parole, mais je peux juste dire une chose, c'est que le déplacement de la Fondation Cartier du boulevard Raspail à ce qui était autrefois les grands magasins du Louvre, ou le Louvre des antiquaires, répond évidemment à cette question. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'ils savent que les touristes vont dans les grands magasins et au Louvre, qu'ils se sont mis là, puisque c'est c'est une clientèle qui pourrait être la même, quoi. Et donc, bien évidemment, et les touristes n'allaient pas boulevard Raspail. Donc, c'est incontestablement, d'après moi, une ressource capitale. Mais je passe la parole par exemple à Solvin. J'imagine que ça, c'est une chose que vous connaissez bien. Alors, oui, il y a effectivement plus de personnes qui rentrent tous les jours aux Galeries Lafayette qui ne visitent la Tour Eiffel. Donc en fait, voilà, le trafic est bien supérieur d'ailleurs, enfin de plusieurs multiples. Pour répondre à votre question, ça a été le cas, ça allait un tout petit peu moins aujourd'hui, simplement parce qu'il y a eu le Covid. Et que en fait le Covid, on s'est dit ah waouh, alors non seulement mon magasin est fermé, mais en plus 2 fois 100 jours sur 2 ans pour les Galeries Lafayette. 2 fois 100 jours, c'est beaucoup quand même. Et en plus, on ne sait pas quand est-ce que les touristes, notamment les touristes chinois, vont venir. Donc en fait, il y a eu des stratégies qui ont été mises à jour. Parce que moi, mon feeling, c'est que jusqu'en 2019, les leaders des grands magasins ont toujours été assez conscients des grands enjeux. Par exemple, le e-commerce. Mais qu'à chaque fois, ça a été oui, mais il y a encore plus de touristes que l'année dernière, donc du coup, pour l'instant, tout va bien et on s'occupera de ça l'année prochaine. Moi, pour répondre à votre question, aujourd'hui, la part de touristes français dans le chiffre d'affaires des Galeries Lafayette, c'est 30%. Et les régions vont bien, en plus d'avoir du talent. C'est-à-dire que les grands magasins qui sont directement gérés par les Galeries Lafayette, ce qui est une énorme astérix, s'en sortent bien et sont également en croissance. Moins forte qu'à Paris, mais sont en progression. Et les Galeries Lafayette continuent d'investir dans les magasins qui jugent stratégiques, donc à nouveau Lyon-Bron et Annecy. Et en fait, il y a des fois, il y a des décisions qui sont prises. Marseille, c'est terminé. Voilà. Après, pour illustrer ce que je vous dis, c'était un point que je voulais évoquer avec Rémi. Au sortir de la pandémie, les galeries ont décidé de recommuniquer avec la population française. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de spot télé des galeries. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit les galeries à la télé, on voit les galeries au cinéma, sponsorisent des émissions, etc. Et en fait, c'était simplement, c'est un écho de cette prise de conscience qui était de se dire, ouais, en fait, effectivement, on est peut-être un peu trop perçus comme des magasins pas pour nous, et donc du coup, en fait, c'est très dangereux, c'est très dangereux sur le long terme. Et d'un point de vue technique, ça se traduit également. C'est pas que du marketing, c'est également du structurel. D'un point de vue technique, par exemple, en fait, les Galeries Lafayette ont réintroduit en 2022-2023 100 nouvelles marques de mode, de mode féminine qui ont été là pour répondre à une demande de la clientèle locale qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter que du Saint-Laurent et du Dior tous les jours. Je pense que Salvan nous a fait un bon tour d'horizon sur les mutations commerciales que vivent les grands magasins avec des nouveaux modèles économiques. Ce qu'il me manque un petit peu ici, c'est une discussion des mutations urbaines. C'est-à-dire nous vivons en fait dans une ville qui est radicalement différente, qui a beaucoup changé récemment, au point de vue transport, au point de vue environnement, les plantations d'arbres, enfin tout ça, les pistes cyclables, et tous ces changements. Et il y a, si j'ai bien compris, il y a une organisation mondiale qui regroupe les maires des grandes villes internationales, qui se pose des questions là-dessus. Est-ce qu'en tant qu'architecte, vous avez des avis, des idées sur l'avenir de la ville ?
Ça, c'est grande question. Avouez que vous n'en avez aucune. Ouais. Non, mais peut-être La qu'on maison, peut oui, répondre. la ville. Christelle, vous voulez dire oui. Peut-être qu'on peut répondre par l'exemple. Il y a le projet de Chengdu en Chine, donc avec SKP, qui est à l'échelle en fait du territoire. Hein. On est sur un site qui fait plus de 700 mètres de long, si je ne me trompe, et qui a été conçu aussi pour répondre en cas d'inondation du fleuve à la catastrophe, donc d'une certaine manière. Donc là, on lie à la fois le programme commercial, un programme de loisirs, un programme paysager, et aussi un programme qui répond à un enjeu contemporain, à savoir la crise climatique ou voilà, un débordement fluvial. Donc là, je pense qu'il y a une interaction qui se fait et qui montre aussi comment le programme du grand magasin, articulé à la ville, comme il l'a toujours été, ou du moins au territoire, propose une solution par rapport à un enjeu contemporain qui concerne, on va dire, différents territoires possibles. Et je... C'est un peu dangereux de donner une telle responsabilité à un promoteur privé. Je trouve que ce qui me dérange un peu là, dans cette discussion, c'est que j'ai pas entendu beaucoup de critiques en fait, de ces modèles d'hypercommerce. Merci. Et d'ailleurs, il y a une vraie question d'échelle, il y a une vraie différence entre un grand magasin et un hypercentre commercial. Ça, c'est quand même deux choses très, très différentes, avec des contextes très différents. Le grand magasin, il est associé évidemment au centre-ville, à l'histoire, etc. Mais quand on parle d'hyper grands centres, on parle en général donc de lieux excentrés. Et moi, ça me pose problème, cette échelle. J'ai assisté de près à la transformation de Stratford à Londres, qui était un des quartiers les plus pauvres de Londres, lors de la création du parc olympique pour les Jeux olympiques de Londres 2012. Littéralement, ils ont confié à Westfield la responsabilité de la transformation de Stratford. C'est une horreur. Je veux dire, c'est un scandale immense. C'est d'une qualité en termes d'espace public, c'est d'une pauvreté affligeante. Et les gens, en fait, sont contraints, ils sont aspirés par de la merde commerciale, excusez-moi. Non, mais c'est terrifiant la façon dont, en fait, ça a fermé toutes les autres possibilités d'évolution de la ville, en fait. Ça a vraiment fermé les horizons. Je pense il y a des moments où ça marche très bien, et je pense que c'est surtout quand ce sont des échelles maîtrisées, mais quand on donne d'aussi grandes responsabilités à des promoteurs immobiliers qui sont là, clairement, pas pour faire autre chose que de l'argent. Faut pas se leurrer. C'est pas leur but dans la vie, c'est pas de résoudre les inondations et la crise climatique. Non, mais soyons honnêtes. Donc il faut quand même aussi avoir ce regard-là, parce que non, mais je suis désolée, je suis un peu provocatrice, mais c'est vrai que vous avez été beaucoup dans l'apologie jusqu'à présent. Et donc, ce serait intéressant d'entendre un peu de critique par rapport à ça. Je pense que dans ce que, en tout cas, nous, on essaye de travailler. Faut savoir que le promoteur ou l'investisseur, il est pas tout seul. C'est-à-dire que il y a deux solutions. Où il y a une consultation sur un site qui appartient à l'État, et on choisit, pas nous, architectes, mais l'État choisit le meilleur projet dans les conditions X ou Y qui sont posées. Je vais jusqu'au bout. Moi, je parle de ce que je connais, ou dans le cas, alors ça c'est le premier cas que j'avais présenté, l'autre cas de Paris 10, qui est un foncier qui appartient à un multimillionnaire, qui a un hypercentre, qui fonctionne du tonnerre et qui a besoin de se développer. La ville a tout bloqué pour qu'il se développe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on arrive par la petite porte, par un autre promoteur, à qui on dit il y a peut-être une possibilité de transformer ça. On parle de ça il y a 7 ans. Il y a une possibilité de transformer ça et de le transformer d'une manière un petit peu plus apaisée. Ça, on ne parle pas de l'apaisement en termes de mètres carrés, mais de l'apaisement dans la stratégie, dans la méthode de montage. Donc évidemment que si on veut généraliser, et on sait de quoi on parle, nous, la relation avec les promoteurs ou les investisseurs,
dans leur méthode de travail. Ils sont heureusement pas tous comme ça. Et s'ils sont tous comme ça, parfois, il y a des barrages et des acteurs qui leur empêchent d'avancer là où ce que vous êtes en train d'évoquer. Et ça, c'est essentiel. Et dans les projets, en l'occurrence, que l'on essaie de développer, évidemment qu'il y a une force de leur côté qui est énorme, puisque c'est une force financière. Mais c'est là où le politique, et pas uniquement les architectes ou urbanistes, paysagistes, mais le politique a un bras de fer à tenir pour pas que ça lui échappe, parce que si ça lui échappe, ça devient du Google, j'appuie comment transformer la ville, dis-moi ChatGPT. Donc c'est là le drame. Mais on est tous autour d'une table, et croyez-moi que la bataille, elle est rude. Certains nous connaissent ici, et pour le moindre détail, on ira jusqu'au bout. Et c'est ça la force de ces projets, c'est qu'ils ne sont pas... Ils ont beau avoir les montants, les moyens, mais ils n'ont pas, je dirais, l'ensemble des dés dans le jeu. Donc il faut y penser. Oui, et si je me permets, c'est que des mauvais exemples, il y en a plein. Et évidemment, vous avez évidemment raison, mais là, si on invite justement Alice et Vincent, c'est parce qu'on pense que leurs projets, justement, ils sortent de l'ordinaire. Et qu'il y a aussi parfois, heureusement, des maîtres d'ouvrage qui sont quand même un peu éclairés. Sinon, ce serait vraiment catastrophique. Mais bien sûr qu'il y a plein d'exemples dramatiques et regrettables. Disons que ça fait partie de notre rôle, je pense aussi, de les éclairer, quoi, effectivement. En fait, je pense que, excusez-moi juste pour préciser mon propos, la critique, elle n'est pas sur les projets qui ont été proposés. Oui. Au contraire, c'est effectivement des projets très bien maîtrisés. Et les projets de Vincent Parera, vous avez la chance de travailler en France. Et en France, c'est quand même très bordé. Et on a beau dire, c'est quand même un système qui est très bon en ça. Pour arriver à canaliser la folie capitaliste, disons. Mais c'est un cas unique. La France, c'est un cas unique. Oui, mais c'est là que ça fait partie du job de l'architecte de challenger le statu quo. Quand on est à Bangkok et qu'on a un petit promoteur qui vient nous dire je veux un community mall, 3 étages, un atrium au milieu, tout air conditionné et enfermé à l'extérieur, enfin avec des boutiques à l'extérieur, il faut avoir le courage de proposer une formule alternative, quoi. Et ça, je pense que ça peut se faire à toute échelle, sur tout type de programme, mais c'est particulièrement important sur du commerce, oui. Je crois qu'il y a quand même des boîtes comme Westfield qui ont un tel pouvoir, une telle influence, c'est très difficile de leur dire non. Je voudrais qu'on donne la parole à monsieur, ce sera la dernière question, parce qu'après, on est obligé de rendre pas l'antenne, mais les locaux. Comment dire, les grands magasins, l'intérêt, moi je suis parisien de naissance, c'est qu'on trouvait tout. Maintenant, les grands magasins, je parlais des Galeries Lafayette, si vous voulez du bricolage, c'est même pas la peine d'y aller. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, bah oui, je veux dire. Raison. Alors après, il y a des problèmes de proximité. Hein. Moi, j'habite tout près de l'avenue de Flandre. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait un BHV autrefois. Et j'ai pu acheter des tiges qui faisaient 2,50 m de longueur. Attendez, moi je prends pas le métro avec des trucs de 2,50 m. Et puis je peux pas prendre ma voiture, ça rentre pas dedans. Vous voyez. Alors bon, à côté de ça, il y a des boutiques qui sont spécialisées, mais aussi on trouve un peu de tout. Je pense à des boutiques comme Leroy Merlin. Il y a plein de gens, ils viennent parce qu'ils vont trouver les boulons, ils vont trouver des équerres, ils vont trouver de la plomberie, ils vont trouver de tout. Alors bon, cette spécialisation pose un petit problème. À côté de ça, j'habite donc au nord-est de Paris, là, dans le 19e. Quand il a été créé le millénaire, je ne vous dis pas la panique que ça a été dans le 19e. Et puis on n'a rien vu. Voilà. Donc je veux dire... il ne faut pas croire que tout marche toujours comme on peut le croire. Et ça a été un peu rebelote à la Villette. Hein. Bon, je ne vais pas faire trop de commentaires. Mais... Donc, je veux dire, des fois, il y a des investisseurs, je ne comprends pas bien ce qui leur passe dans la tête. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu bizarre. Hein. Bon, écoutez, merci. Oui, pardon. Alors, bien sûr. Que ça nous plaise ou non, il faut garder une raison, il faut garder les moyens de pouvoir dire à Levi's, Nike, Louis Vuitton, ou je sais pas, Bache, ou Zadig et Voltaire,
il faut rester en mesure de pouvoir leur dire c'est plus intéressant que vous soyez chez nous plutôt qu'un magasin en face de chez nous. Et c'est pour ça que je reviens sur cette notion de on est obligé d'avoir un public. On est obligé de se dire, en fait, on va pas s'adresser à tout le monde, on peut pas vendre un peu de tout à tout le monde, et on est obligé de faire des choix et de dire, par exemple, nous c'est la mode, ou nous c'est le luxe, ou nous c'est autre chose. Ça fait partie, il y a d'autres raisons évidemment financières, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles le groupe Lafayette a vendu le BHV, c'est que c'est difficile de vendre à la fois de la mode et des boulons. Et c'est aussi super difficile de faire de la marge quand vous vendez un boulon à 0,20 centimes. Et c'est aussi une réalité économique. Et la mode, il y a pas mal de points de vente, les boulons un peu moins. C'est vrai, c'est vrai. Mais Paco Rabanne a essayé. Et alors alors c'est vrai. Non, mais après peut-être que figurez-vous que ça explique l'apparition aussi de tous ces nouveaux points de travail / collaboration / vente type les Fab Labs, etc. Vous pouvez faire vous-même vos bricolages et en même temps acheter les produits, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce modèle de, on trouve le clip, moi, en faisant les recherches pour l'exposition, j'ai trouvé un clip de la Samaritaine où vous avez la reine d'Angleterre qui va à la Samaritaine. Enfin, en fait, un sosie de VGE donne à la reine d'Angleterre une boîte et elle ouvre la boîte dans le taxi et puis elle sort sa couronne et elle dit on trouve vraiment de tout à la Samaritaine. Ouais, ça a existé. Mais je suis pas sûr que ce soit encore économiquement viable aujourd'hui dans un point de vente physique. On va conclure. Je voulais dire 3 choses. La première, c'est que l'exposition sur la saga des grands magasins, on peut la voir jusqu'au 6 avril. Et elle est super. Si je ne me trompe, et elle est magnifique. Il faut regarder le livre de Rémi Babinet. C'est facile à voir parce qu'il est gros, il est orange. Et il est vraiment bien parce qu'il y a plein de choses, vraiment. Et ça s'appelle Pas de publicité. Merci, mais je fais un peu de pub parce que j'aime beaucoup ce livre, je le dis. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'Amazon va être surpris, mais il va y avoir une commande d'ampoules. C'est parce que tout le monde va aller acheter une ampoule maintenant qu'on a compris que c'était gratuit. Voilà. Merci à tous, vraiment. Merci beaucoup. Merci au public.